Bienvenue sur Mediapart et dans notre collection Science Friction. Aujourd'hui, nous recevons l'auteur d'un ouvrage important, Aux origines du sida, enquête sur les racines coloniales d'une pandémie. C'est aux éditions du Seuil. Et c'est Jacques Pépin qui est l'auteur de ce livre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un médecin québécois, infectiologue de formation, de métier. Vous avez été rattaché à l'université de Sherbrooke. Et donc, vous avez consacré un livre aux origines du sida, dont vous vous rappelez qu'elle est l'épidémie la plus meurtrière depuis la peste noire en Europe. Et donc, ce livre est une traduction réalisée par vous-même, augmentée par rapport à une première édition anglaise. Et l'originalité de votre livre, on va y venir assez vite, ça consiste à mettre en avant la médecine coloniale comme facteur de transmission du VIH à grande échelle. Alors, avant d'aller au cœur de cette thèse, je voudrais savoir un peu plus de choses sur vous, votre parcours et les motivations qui vous ont poussé à faire ce livre. J'ai relevé une phrase dans l'introduction qui m'a un peu frappé, puisque vous parlez d'une expérience qui doit dater des années 60, si je ne me trompe pas, un peu plus tard peut-être. Vous écrivez « Le type de médecine que j'ai pratiqué à cette époque n'était guère différent de celui de mes prédécesseurs de l'ère coloniale ». Et là, vous écrivez que ça au moment où vous travaillez au Zaïre. C'est ça, exactement. Alors, mon histoire avec le Zaïre est assez longue. Disons, je suis allé là-bas comme étudiant en médecine en 1977. J'y suis retourné toujours comme étudiant en 1979. Puis finalement, j'y ai travaillé comme médecin généraliste de 1980 à 1985 dans un hôpital en milieu rural, l'hôpital de Nyoki. Et bon, effectivement, les conditions de travail à ce moment-là, donc 82, 83, 84, 85, elles étaient exactement les mêmes que celles de l'époque coloniale, c'est-à-dire qu'il y avait très peu d'examens diagnostiques. Les seules maladies infectieuses qu'on pouvait diagnostiquer étaient celles pour lesquelles on peut voir sur un examen microscopique le parasite ou la bactérie, ainsi de suite. Il n'y avait pas d'examen radiographique, donc c'était vraiment des diagnostics tout à fait approximatifs. Dans mon cas, les bâtiments n'avaient pas du tout été retapés depuis leur construction en 1947. Le hasard a fait que je suis arrivé à cet endroit, il y a eu une grosse épidémie de maladies du sommeil. Et donc, les traitements qu'on utilisait à cette époque-là, c'était également des traitements qui avaient été développés, pour certains même dans les années 20, et pour d'autres dans les années 40. Et dans le fond, je m'intéressais beaucoup à la maladie du sommeil pour tenter un peu d'améliorer les schémas thérapeutiques. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la médecine tropicale, parce que j'avais besoin, pour comprendre les modalités thérapeutiques que j'utilisais, j'avais besoin de retourner à des articles écrits dans les années 40 et même avant. Donc, c'est un peu ça qui m'a... L'autre chose aussi, c'est qu'à cette époque, on ne connaissait pas le VIH. Et on utilisait, il n'y avait pas de seringue ou d'aiguille à usage unique. À ce moment-là, au Zaïre, ça n'existait pas. Donc, on recyclait les seringues et les aiguilles, on les lavait, on les stérilisait avec un autoclave. Mais quand même, c'était une réutilisation constante de matériel qui, normalement, aurait dû être à usage unique. Alors, on va voir d'ailleurs que c'est au cœur de la thèse du livre. Vous écrivez « L'histoire du VIH de 1980 à 2019 a été décrite dans le menu détail. Ouais. Et c'est pourquoi l'essentiel de votre enquête se situe donc en amont de cette période-là, en amont de 1980. Pour se remettre les idées bien en place avant qu'on parle de la transmission interhumaine, une première question simple. Comment le virus est-il passé du chimpanzé à l'homme? Il y a une théorie qu'on appelle la théorie de la viande de brousse. Est-ce qu'elle est valable? Est-ce que c'est l'explication satisfaisante? Absolument. Il y a d'autres théories qui ont été avancées, qui ont été réfutées, je crois, de façon assez convaincante. Donc, la seule théorie qui a résisté à l'épreuve du temps, c'est celle que vous venez de décrire, qu'en anglais on appelle « the cut hunter », donc le chasseur qui s'est blessé. Et c'est très certainement la façon dont c'est arrivé. Alors, soit
un chasseur qui, dans la forêt, a capturé, a abattu un chimpanzé et là doit le dépecer en 3 ou 4 morceaux pour être capable de le ramener au village. Alors là, il se blesse avec son couteau. Ou alors, c'est au village, une fois que les morceaux sont ramenés au village, les femmes du village préparent l'animal, doivent encore une fois le découper. Et une blessure avec le couteau, ce qui permet au sang du chimpanzé d'entrer en contact avec le corps de la personne en question. Et donc, ça, c'est à peu près certain que c'est de cette façon-là dont c'est arrivé. Alors, justement, pour la plupart des gens, le sida et la contamination d'humain à humain, pour eux, c'est le début des années 80, puisque c'est le moment où c'est identifié dans les revues scientifiques, on commence à nommer les choses et à découvrir ce que c'est. Pourtant, vous relevez que des cas de malades humains du sida ont existé avant. Et un des exemples de ça, c'est ce qui s'est passé au Congo lors de la construction d'un tracé de chemin de fer. On est dans les années 30, c'est bien ça? On est dans les années 30. Et là, en gros, il y a un médecin qui parle de cachexie du mayombe, qui lui sert à désigner quelque chose en fait qui ne sait pas trop comment nommer. Et vous dites, finalement, c'était peut-être déjà des gens qui mouraient du sida dans les années 30. Ça ressemblait beaucoup au sida, la description qui avait été faite de cette maladie. Malheureusement, il n'a pas été possible de retrouver des prélèvements ou des examens pathologiques qui avaient été faits à ce moment-là. Mais en gros, l'histoire est quand même intéressante. Donc, il y a un médecin colonial français, Léon Palès, qui commence sa carrière d'ailleurs à Brazzaville de 1931 à 1933. Il était le chirurgien de Brazzaville, mais manifestement, Brazzaville, c'était peut-être une dizaine de milliers d'habitants à l'époque. Il n'était pas très occupé comme chirurgien. Alors, il a fait des autopsies, il a fait beaucoup d'autopsies. Et il a décrit une maladie un peu étrange qu'il a appelée effectivement la cachexie du mayombe. La cachexie, c'est un terme médical qui veut dire une perte de poids terrible. Et le mayombe, c'est une région du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo. Et donc, c'était une région où les autorités françaises étaient en train de construire une partie du chemin de fer qui reliait Brazzaville à la côte atlantique. Dans des conditions épouvantables, dans des conditions terribles. Vous racontez dans le livre. Conditions terribles. Et il y a un certain nombre de ces travailleurs qui ont été rapatriés à l'hôpital de Brazzaville et qui avaient cette maladie pour laquelle les médecins de l'époque n'avaient pas d'explication. Donc, c'était des gens qui faisaient de la fièvre, qui perdaient du poids de façon importante, qui avaient une diarrhée chronique pour laquelle les examens disponibles à ce moment-là s'avéraient négatifs. Donc, c'est un tableau qui était quand même suggestif du sida, mais évidemment pas spécifique. Ce que Palès a fait, lui, c'est des autopsies. Et à l'autopsie, je crois qu'il en a autopsié une 50aine qui correspondait à cette présentation clinique. Il y en a une 20aine pour laquelle il a trouvé d'autres causes du décès. Et il y en a une 30aine pour laquelle il n'y avait pas de cancer, il n'y avait pas de tuberculose évidente. Et chez ces patients-là, il a noté certaines caractéristiques qu'on considérerait aujourd'hui comme tout à fait compatibles avec le sida. Notamment, c'était des hommes assez jeunes qui présentaient une atrophie cérébrale. Ça, il y a la condition qu'on appelle neurosida ou la démence associée au sida. Et ils avaient également, à travers le corps, dans l'abdomen, dans le thorax, des ganglions lymphatiques augmentés de volume. Donc, tout ça ensemble, c'était assez fortement suggestif du sida, mais on ne peut pas le prouver, Alors, par contre, vous dites qu'il y a eu des techniques beaucoup plus sophistiquées qui ont permis d'identifier quand même que la propagation à l'homme, on arrive à peu près à la dater autour des années 20, en gros. C'est ça. Alors, ces techniques de biologie moléculaire sont basées sur ce qu'on appelle le séquençage. Donc, il s'agit de regarder comme la série de lettres qui constituent le code génétique d'un organisme. En l'occurrence, ici,
le VIH, et les gens sont capables de retourner en arrière et d'estimer à partir de quel moment ça a commencé. Maintenant, il y a 3 ou 4 études sur le sujet qui aboutissent à des dates relativement à peu près à la même époque, mais quand même avec une marge d'erreur. Donc, dans le livre, là je me réfère aux données qui étaient disponibles il y a 7 ou 8 ans quand j'ai écrit la première édition du livre. La plupart des gens pensaient que la transmission du chimpanzé à l'homme était survenue aux environs de 1920-1921. Et ce qui voudrait dire que l'apparition du virus à Léopoldville, donc la capitale du Congo belge, elle était postérieure à 1920. Il y a quelques années, il y a une nouvelle étude qui a suggéré que l'arrivée à Léopoldville elle-même remontait à 1920, ce qui repousse un peu... C'était avant que ça ait été transmis du chimpanzé. C'est ça. Donc, la transmission du chimpanzé à l'homme serait probablement entre 1900 et 1920. Alors, le cœur de votre argumentation, c'est que la ville coloniale, avec ses concentrations humaines, avec sa prostitution à haut risque, a été une condition nécessaire de la propagation de l'épidémie du sida, mais pas une condition suffisante. Si je résume les choses un peu à grands traits, mais vous allez préciser. Oui. Et donc, selon vous, et on a besoin de vous pour expliquer, il a fallu une phase initiale d'amplification parentérale du virus à travers les seringues et les aiguilles, réutilisées constamment pour le traitement des diverses maladies tropicales. Et donc là, c'est la médecine coloniale qui est ciblée. Qu'est-ce que c'est que cette amplification parentérale? En fait, l'amplification parentérale veut dire injectable. Donc, parentérale, le mot, c'est de court-circuiter l'intestin. Donc, c'est une transmission parentérale, c'est via les injections. Alors, si on part de la première hypothèse, qui est une transmission du chimpanzé à l'homme aux environs de 1920, cette époque correspond tout à fait au début des grandes interventions de santé publique dans les colonies françaises d'Afrique. Alors ça a commencé au début des années 20. Le docteur Jameau, qui est devenu une figure légendaire de la médecine tropicale française. Alors, il a mis sur pied des équipes mobiles de lutte contre la maladie du sommeil. On allait dans tous les villages, on identifiait les gens qui avaient cette maladie et on les traitait sur place avec des médicaments injectables par voie intraveineuse. Et cette approche a été couronnée de succès, donc la maladie du sommeil éventuellement a régressé. Mais les médecins coloniaux ont ensuite utilisé la même approche avec des injections intraveineuses, parfois même des mêmes médicaments, pour traiter d'autres maladies comme la syphilis et une autre maladie tropicale qui s'appelle le pian. Et le résultat de tout ça, c'est que pendant, je dirais, de 1920 à 1960, il s'est fait dans les colonies françaises d'Afrique, puis éventuellement au Congo belge. Les Belges ont décidé de faire la même chose. Il s'est fait un nombre absolument faramineux d'injections intraveineuses qui étaient faites évidemment avec des seringues et des aiguilles réutilisables. Et c'était à une époque où on ne connaissait pas le risque de transmettre. On connaissait pas l'existence des virus ou à peu près pas. Donc, ce risque-là n'était pas anticipé par les médecins, donc il n'y a pas eu de précautions particulières. Donc, l'aspect de l'amplification parentérale, que ça allait contribuer à certains moments de l'histoire du sida, ça, il n'y a aucun doute. Maintenant, à quel endroit ça s'est passé, mais ça dépend de la date qu'on estime pour la transmission du chimpanzé vers l'homme. Alors, si c'est effectivement 1920, ce que je viens de vous décrire, ça s'est probablement produit probablement dans le sud du Cameroun, avant que le virus descende par la rivière, éventuellement jusqu'au fleuve Congo, jusqu'à Léopoldville. Si on dit que le virus est arrivé à Léopoldville en 1920, alors avant 1920, il y avait très peu d'injections intraveineuses. Donc à ce moment-là, l'amplification par les injections ne s'est vraisemblablement pas produite au Cameroun,
mais au moment où le virus est arrivé à Léopoldville ou dans les décennies qui ont suivi. Et ça, c'est cette partie-là, la transmission par les injections au Congo avant 1960, on a réussi à le prouver indirectement par des études qu'on a faites sur l'hépatite C et chez des personnes âgées de Kinshasa. Ouais, c'est crucial pour le dynamisme, si j'ose dire, de la transmission, parce que vous rappelez un chiffre que je n'avais pas en tête. Vous dites que la transmission du VIH par le partage de seringues et d'aiguilles est 10 fois plus efficace que lors de rapports sexuels. Absolument, oui. C'est pour ça que quand il y a de la transmission chez les toxicomanes, on pouvait partir d'un endroit où il n'y avait pas de VIH du tout et 2 ou 3 ans plus tard, la moitié des toxicomanes sont infectés. Donc, effectivement, par épisode de partage de seringues et d'aiguilles, on estime que c'est à peu près 1 le risque de transmission, alors que dans une relation hétérosexuelle, c'est à peu près 1 pour 1000. Alors, on n'a pas le temps de refaire toute l'histoire de la diffusion, mais un mot quand même, parce que c'est resté, je pense, un peu dans l'inconscient. Vous parlez de l'invalidation du mythe du patient zéro. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'est ce mythe du patient zéro et pourquoi c'est bien un mythe, quoi? Oui. Bien, le patient zéro, en fait, ça vient d'un livre qui est excellent, que je recommande aux gens qui sont intéressés à l'histoire du sida aux États-Unis. Le livre, c'était « And the Band Played On ». Donc, ça faisait référence au fait qu'il y avait un petit ensemble musical de la communauté gay à San Francisco qui allait participer aux funérailles, puis finalement, au lieu de le faire une fois par mois, il le faisait une fois par semaine, après ça une fois par jour. Et alors, dans ce livre-là, l'auteur, qui est un journaliste gay de San Francisco, qui est mort du sida quelques années plus tard, il parlait d'un agent de bord de la compagnie Air Canada, un Québécois, Gaétan Dugas. Et ce monsieur revenait dans le livre à plusieurs reprises. Et l'auteur, puis ensuite aussi sa maison d'édition, ils ont fait une bonne partie de leur publicité puis de la couverture médiatique subséquente sur justement cette personne-là qui était identifiée nommément dans le livre. Et son histoire, en fait, a été complètement infirmée par la suite. Donc, le livre avançait que c'était lui qui avait amené ça aux États-Unis, que possiblement il s'était infecté en Haïti, puis que c'était lui qui avait parti l'épidémie aux États-Unis. Et c'est certain que c'était quelqu'un qui a eu beaucoup de partenaires sexuels pendant plusieurs années. Et comme il travaillait pour une compagnie aérienne, il voyageait beaucoup, il y avait des billets gratuits, tout ça. Donc, il a effectivement contribué probablement à la transmission du virus, disons, entre New York et San Francisco. Ça, c'est bien possible, parce qu'il était relié à plusieurs des autres patients qui avaient développé le sida précocement dans l'histoire américaine. Bon, pour faire une histoire courte, finalement, lui, heureusement pour lui, son nom est sorti dans ce livre après sa mort. Mais bon, ça a fait les manchettes, des émissions sérieuses comme 60 Minutes sur CBS. Et alors, les gens aimaient ça, les médias aimaient ça, parce que là, il y avait un coupable. Il y avait un coupable, c'est de sa faute à lui. Et bon, de façon un peu miraculeuse, il y a peut-être 3 ou 4 ans de ça, il y a des chercheurs aux États-Unis qui ont réussi à retrouver dans les congélateurs du Centers for Disease Control à Atlanta des prélèvements sanguins qui avaient été faits chez ce monsieur Gaétan Dugas. Et ils ont regardé le virus, donc les séquences génétiques, et bon, ils ont démontré de façon très claire que évidemment, c'était pas lui le premier patient qui avait amené ça aux États-Unis. Il y avait un virus qui était très comparable à ceux de tous les autres virus qui circulaient chez les homosexuels américains à cette époque-là, donc la fin des années 70, début des années 80. Et donc, cette théorie-là, elle a été infirmée de façon certaine maintenant. Mais il y a eu un véritable patient zéro. Donc, cette expression patient zéro, ça a été inventé pour
pour le sida. Donc, ça n'existait, on n'utilisait pas ça avant en épidémiologie et maladies infectieuses. Donc, le terme est resté. Alors, celui qui pourrait être le véritable patient zéro, c'est celui ou celle qui s'est infecté à partir du chimpanzé dans le sud-est du Cameroun, dans le fond, qui est la personne qui a déclenché la pandémie. À la suite de cette personne-là, éventuellement, il y a 78 millions de personnes, je crois, qui ont attrapé le VIH. Alors, ce patient zéro, évidemment, on ne saura jamais de façon certaine qui c'était. Oui, et bon, de toute façon, le livre insiste bien sur aussi toutes les conditions, non seulement médicales, mais sociales, historiques, qui ont présidé à la diffusion, évidemment, de l'épidémie. Dans la conclusion du livre, vous dites que la plus grande menace pour l'espèce humaine, c'est l'espèce humaine elle-même. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire quelles leçons stratégiques on tire de ça? Parce qu'on comprend que c'est les structures humaines qui ont facilité la transmission, parce qu'avant, le virus a vécu un peu en vase clos, si j'ose dire, en Afrique centrale. Oui. Mais du coup, quelles leçons un peu concrètes on peut en tirer au stade où on en est là? Bien, dans les facteurs humains, il y en a qui sont impossibles à éviter. Donc, dans le cas du sida, il y a eu la colonisation a entraîné l'urbanisation. L'urbanisation a entraîné changement des modes de vie de ces populations et ainsi de suite. Et donc ça, évidemment, il va continuer à y avoir des évolutions de nos façons de vivre et il n'y a rien qu'on puisse faire pour éviter ça. Par contre, il y a eu quand même, quand on regarde au niveau de la transmission par les injections, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu, dans le fond, il y a eu un délai d'à peu près 40 ou 50 ans entre la disponibilité de médicaments pour traiter diverses maladies tropicales par voie intraveineuse et la compréhension qu'il y avait des virus présents dans le sang qui pouvaient... Et donc, une des leçons, une question qu'on peut se poser à la suite de toute cette histoire, c'est est-ce qu'on ne devrait pas être plus prudent à l'avenir quand on manipule la nature d'une façon qu'on ne connaît pas très bien ou qu'on ne comprend pas très bien? Je peux vous donner un exemple un peu de ce manque de sagesse au niveau des scientifiques. Il y a quelques années, vous connaissez l'histoire de la grippe espagnole, donc un virus de la grippe qui a tué peut-être 20 ou 30 millions de personnes à la fin de la Première Guerre mondiale. Et on a retrouvé, en fait, quelque part en Alaska, dans le fond, des cas de grippe espagnole qui avaient été enterrés dans du sol qui est resté congelé depuis tout ce temps-là. Et on a réussi à retrouver toute la séquence du virus de la grippe espagnole. Et alors, il y a quelques années, il y a des gens aux Pays-Bas qui ont utilisé ça et qui ont réussi à fabriquer le virus lui-même, le virus de la grippe espagnole. Parce qu'à partir des séquences génétiques, on peut le reconstituer, ses protéines, puis tout ça. Alors, je ne sais pas ce qui est arrivé depuis ce temps-là, mais disons, au point de vue risque potentiel, vous comprenez, si vous êtes dans un labo puis vous avez ce virus hautement pathogène que vous avez recréé, qu'est-ce qui se passerait si le virus sortait du labo? Hein? Peut-être qu'une technicienne de laboratoire va s'infecter, mais ensuite, elle va prendre le métro. Et donc, ça démontre que quand même, dans le domaine scientifique, parfois, il y a des choses qui manquent de sagesse et qui pourraient avoir des conséquences néfastes de façon importante. Je vous remercie en tout cas, Jacques Pépin. Et donc je rappelle le titre de votre ouvrage, Aux origines du sida, c'est Au Seuil. Merci à vous d'avoir... Merci beaucoup pour l'invitation. ...accordé du temps. Et puis pour vous qui nous avez suivis, rendez-vous sur Mediapart et la chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.